Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au centre de distribution Roger Lefrançois pour ce point de presse du directeur général des élections qui marque le début de la période électorale de l'élection générale de 2014. Vous êtes accueillis ce matin par le directeur général des élections, M. Jacques Drouin. Il est accompagné de ses adjoints au scrutin, Mme Charette, au financement, M. Lafont, et il y a également à la table la secrétaire générale du DGE, Mme Catherine Lagacé. Monsieur Drouin va s'adresser à vous pendant quelques minutes. Par la suite, on va vous présenter notre publicité 2014 et il y aura une période de questions en français et en anglais par la suite, s'il y a lieu. Alors, tout de suite, je cède la parole à M. Drouin. Merci beaucoup, M. Dion. Donc, la période électorale a commencé hier. Pas la période électorale, mais le décret a été pris hier. La période électorale commence aujourd'hui. On pensait que c'était une bonne occasion de venir passer en revue les différentes étapes de l'élection avec vous, les différents services que le DGE peut offrir et les nouvelles règles qui vont devoir s'appliquer pour la prochaine élection générale. On vous accueille ici dans notre centre de distribution. C'est d'ici que part l'élection générale en termes de déploiement de matériel. Donc, ce matin et cette nuit sont partis d'ici un certain nombre de tonnes de matériel. On parle de 275 tonnes de matériel pour autour de 600 palettes qui vont être livrées dans 125 circonscriptions électorales. Les principales étapes de l'élection. Hier, aujourd'hui et demain, nos directeurs de scrutin installent leurs bureaux. Vous savez que les bureaux des directeurs de scrutin ne sont pas loués longtemps d'avance. Les bureaux doivent être ouverts au public depuis hier. Évidemment, ils ne sont pas complètement installés. Ils devront aussi, les directeurs de scrutin, être prêts à recevoir des déclarations de candidature dès vendredi à 2 heures. Donc, le bureau devrait être installé. La liste électorale devrait être arrivée dans les bureaux des directeurs du scrutin pour être en mesure de recevoir des déclarations de candidature. Ils doivent aussi nous confirmer présentement, les directeurs du scrutin, c'est ce qu'ils sont après faire dans les circonscriptions, doivent nous confirmer les adresses de leur bureau de vote par anticipation, les adresses des différentes commissions de révision qu'ils vont avoir à utiliser pour pouvoir nous permettre au DGE, ici au central, j'oserais dire, de produire 4 millions d'avis à l'électeur qui vont être, dans une certaine mesure, le début de la révision. La période de mise en candidature, je vous ai parlé qu'elle commence vendredi midi de cette semaine pour se terminer le 22 mars à 14 heures. En 2012, on a connu une année record au niveau des candidatures, donc 894 candidatures. Je ne sais pas qu'est-ce que l'élection de 2014 nous annonce. L'étape qui va suivre, c'est l'étape de la révision. J'en ai déjà mis un mot en vous disant qu'on va faire parvenir 4 millions d'avis aux électeurs. Donc, c'est ce qui va partir la révision. C'est une étape qui n'est pas vraiment suivie par les médias, mais c'est une étape qui est tellement importante. C'est celle qui permet aux électeurs de corriger des erreurs qui pourraient apparaître sur la liste électorale ou sinon de s'inscrire s'ils ne sont pas inscrits. C'est l'électeur évidemment qui est responsable de son inscription. Pour l'aider à vérifier, donc on lui envoie un avis à chaque domicile pour qu'il puisse vérifier si son nom est inscrit et s'il est bien inscrit et quoi faire si jamais il ne l'est pas. S'il n'y a pas d'électeur inscrit à l'adresse de l'avis, c'est signe que l'électeur devra se présenter pour aller s'inscrire. La révision se fait en 2 étapes, la révision ordinaire, la révision spéciale de la liste électorale du 17 mars au 27 mars et du 26 au 3 avril. Le 3 avril est donc la date ultime pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale pour pouvoir voter. Troisième grande étape, c'est l'étape des votes. Tout ça se déroule souvent en même temps. Toutes ces opérations se déroulent en même temps. Donc, on devrait parler maintenant des votes, puisque depuis 2007, comme la plupart le savaient, la façon d'exercer son droit de vote a vraiment évolué. On a maintenant du vote au domicile de l'électeur, y compris pour un aidant naturel qui habite avec l'électeur.
On a du vote au bureau du directeur du scrutin, soit dans la circonscription électorale pour un électeur qui vote dans sa circonscription. On a du vote au bureau du directeur du scrutin pour quelqu'un qui résiderait temporairement dans une circonscription autre que la sienne pour aller voter dans celle où il réside. Du vote dans les installations d'hébergement. Et le petit nouveau cette année, mais je vais y revenir tout à l'heure, le vote dans les établissements d'enseignement. Et à ça s'ajoute le vote par anticipation traditionnel qui aura lieu cette année, le 7 avril. En 2012, on peut peut-être rappeler qu'il y a quand même 16 un peu plus que 16 de la population qui a voté un ou l'autre des votes par anticipation. On va se souvenir aussi qu'en 2012, on a quand même réussi à corriger la triste situation qu'on avait connue en 2008 avec un taux de participation quand même plutôt catastrophique. Donc, à la dernière élection générale en 2012, 75 de la population est allée voter. C'est un pourcentage qu'on aimerait bien atteindre, sinon dépasser encore cette année. Les coûts, on est toujours intéressé de savoir combien coûte une élection générale au Québec. On parle cette année de 88 millions de dollars, en gros, qui devraient être dépensés, dont à peu près 5 millions l'ont déjà été. De ce budget-là, il y a 46 millions qui est de la rémunération au personnel qu'on doit engager pour l'élection, autour de 20 millions pour le fonctionnement. Et dans les 46 millions de la rémunération, il y en a à peu près la moitié, je dirais, qui va être dépensée le seul jour du scrutin pour le personnel électoral et quelques 60 000 personnes qui vont travailler. Le financement public, cette année quand même, qui a connu une augmentation assez importante. Donc, on parle de 17,4 millions de dollars qui vont être déboursés pour financer les différents partis, les différents candidats à l'élection. Donc, on a évalué à peu près 11 millions de dollars ce que va coûter le remboursement des dépenses électorales. L'allocation supplémentaire aux partis politiques, ça aussi, je vais y revenir tout à l'heure, devrait atteindre autour de 6 millions de dollars. Et le mécanisme d'appariement des contributions qui devrait atteindre autour de 600 000 $. Les nouveautés de l'élection maintenant pour 2014, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière élection, même si ça fait seulement 18 mois qu'on était en élection, il y a quand même des choses qui ont changé, notamment, je vous le mentionnais tout à l'heure, révision et vote dans les établissements d'enseignement. On parle ici des cégeps, des universités, des écoles de formation professionnelle. Pour être admissible à ce qu'il y ait du vote dans ces établissements-là, il devait y avoir au moins 300 électeurs étudiants. Donc, juste à titre d'exemple, ça peut faciliter l'exercice du droit de vote de 406 000 électeurs dans 300 bureaux. 78 circonscriptions électorales sont concernées. Peut-être que c'est intéressant de mentionner que seulement dans Jean Talon, il y a 40 000 étudiants qui pourront bénéficier de ce vote-là, répartis dans 35 bureaux de vote à 8 endroits différents à l'Université Laval. Donc, on comprend que c'est 40 000 électeurs de plus que les électeurs de la circonscription électorale. Donc, on parle de faire voter presque une circonscription électorale autrement que par les moyens réguliers. Cette année, on a travaillé aussi beaucoup sur l'accessibilité des bureaux de vote. J'entends par accessibilité celle aux personnes à mobilité réduite. En 2012, on avait quand même atteint un taux intéressant de seulement 2 des endroits qui étaient non accessibles. On a fait faire un exercice quand même important à nos directeurs du scrutin à l'hiver dernier pour s'assurer de l'accessibilité de nos différents endroits. Et on est passé de 62 à 30 endroits différents où il y aura malheureusement pas de bureau de vote accessible. Ces 30 endroits sur 2917, c'est quand même pas beaucoup. On est en dessous du 1 d'électeurs qui sont visés. Comme on sait qu'on ne peut pas atteindre une note parfaite et comme on sait aussi qu'on risque de perdre quelques-uns de ces 2917 bureaux-là et se retrouver dans des endroits non accessibles, on a signé, le DGE, le directeur général des élections, a signé un protocole d'entente avec les différents chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale pour permettre à un électeur qui serait identifié pour voter dans un endroit non accessible et qu'il est une personne handicapée, d'obtenir une autorisation à voter dans un autre bureau de vote qui, lui, le serait.
Donc, on règle en quelque sorte la situation des personnes qui ne pourraient pas se présenter pour voter à cause de cela. Mais il y a évidemment aussi le vote par anticipation dont les bureaux sont tous accessibles. Autre nouveauté avec laquelle on a pu avoir une entente avec les chefs des partis politiques, c'est pour le vote hors Québec. Donc, les personnes qui veulent voter parce qu'ils sont à l'extérieur du Québec devaient auparavant faire toute l'opération soit par courrier, soit par courriel, je dirais, ou par fax. Maintenant, les électeurs vont pouvoir s'inscrire au vote hors Québec par Internet. Ils ne pourront pas voter par Internet, mais ils pourront produire leur demande par Internet. Le calendrier est court. De plus en plus, on a de la difficulté à récupérer les bulletins de vote à temps. Donc, c'est une amélioration qui devrait permettre de récupérer beaucoup plus de bulletins de vote. Rappelons peut-être qu'en 2012, il y a eu seulement quand même 3271 électeurs qui étaient inscrits au vote, à ce vote-là. C'était une élection qu'on se rappellera aussi que l'élection a eu lieu en été. Si on compare plutôt à celle de 2007 qui a eu lieu au mois de mars, 3 semaines plus tôt, donc il y avait plus que 11 500 inscriptions au vote hors Québec. Donc on risque pour cette élection-ci d'avoir beaucoup plus de demandes. Il y a quand même aussi certaines nouveautés importantes en matière de financement des partis politiques. Le plafond des dépenses électorales qui est maintenant autour de 8 millions. On va pouvoir le calculer avec les chiffres qui ont été produits cette nuit du nombre d'électeurs. Donc, autour de 8 millions pour un parti qui présenterait des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Il était autour de 11 millions pour les élections précédentes. Le maximum de contribution, on s'en souvient, qui était abaissé de 1 000 à 100 $. Mais à compter d'aujourd'hui jusqu'au 6 juillet prochain, les électeurs vont quand même pouvoir contribuer à un deuxième 100 $, lequel va pouvoir bénéficier lui aussi du mécanisme d'appariement, c'est-à-dire que pour 100 $ versés jusqu'à concurrence de 20 000, l'État va multiplier par 2,5 la contribution et va multiplier par une fois les 200 000 suivants. Il faut quand même que les partis politiques ou les candidats aient recueilli 220 000 $ avant que le deuxième mécanisme d'appariement puisse fonctionner. L'allocation annuelle qu'on verse aux partis politiques en fonction du pourcentage du vote obtenu aux dernières élections générales, qui est passé au moment où les contributions sont passées à 100 $, est passé de 81 sous par électeur à 1,51 $, va être bonifié à partir de... Les sommes vont être versées dès demain aux partis politiques, donc est bonifié de 1 $ par électeur. Donc, c'est un autre 5,9 millions de dollars qui est réparti aux différents partis qui ont recueilli des votes à la dernière élection générale. On parle d'autour de 1,8 million pour le Parti québécois, 1,6 million, peut-être un peu plus pour le Parti québécois, et ainsi de suite. Peut-être un rappel de quelques petites règles, ou en tout cas tout le moins une. On se fait poser souvent des questions sur les dépenses électorales. C'est quoi une dépense électorale? C'est comme une recette, ça prend au moins 3 ingrédients. Pour qu'il y ait une dépense électorale, il faut d'abord qu'il y ait un coût pour le bien ou le service. S'il n'y a pas de coût, il n'y a pas de dépense. La dépense doit être utilisée pendant la période électorale, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour du scrutin. Donc les dépenses qui auraient été faites hier ne sont pas des dépenses électorales. Le bien ou le service doit être utilisé à des fins partisanes. Donc, il doit être fait pour favoriser ou défavoriser un parti ou un candidat. Et seul l'agent officiel peut effectuer une telle dépense électorale. Donc, aucun groupe, aucun organisme, aucun groupe de pression, personne morale, individu, ne peut intervenir durant la période électorale en dépensant un montant d'argent pour favoriser ou défavoriser un candidat. Un petit rappel peut-être sur ce qu'on offre comme possibilité pour informer les médias, les électeurs et les candidats. Donc, de l'information peut être obtenue au bureau du directeur de scrutin des 125 circonscriptions électorales. Évidemment, l'information n'est pas encore sur nos sites web, mais elle le sera dans les prochaines heures, j'imagine. Une section spéciale de notre site web aussi qui comporte un certain nombre d'informations.
2 épisodes, je dirais, d'information au domicile, donc de marketing direct, où on va s'adresser directement aux électeurs en début de campagne et la dernière semaine pour faire le rappel que le vote a lieu le 7 avril. Un centre de renseignement quand même qui a été passablement augmenté. On parle de 65 ou 70 personnes qui répondent au téléphone. De 9 h le matin jusqu'à 9 h le soir la semaine et les fins de semaine de 9 à 5. Les services aux médias qui sont disponibles à peu près aux mêmes heures que ce que je viens de vous dire pour le centre de renseignement. On offre aussi des services aux clientèles particulières, donc aux personnes handicapées, communautés culturelles, personnes handicapées, analphabètes. On a des partenariats aussi avec un certain nombre de groupes, particulièrement des groupes de jeunes, les forums jeunesse, l'Institut Nouveau Monde, le Québec Community Group Network, plus le site web Pourquoi je vote. Donc, en conclusion, avant d'accueillir vos questions, on vient d'entrer dans un épisode qui est, en tout cas pour nous, très stimulant dans la vie démocratique du Québec. Le DGE et près de 80 000 personnes vont travailler très fort à faire de cet événement-là un succès, à ce que ça fonctionne bien. Pendant les 32 prochains jours, les citoyens vont se voir sollicités pour entendre les différents discours des candidats et des partis politiques, écouter ce que vous avez aussi à leur dire, lire ce que vous avez à leur dire, écouter et lire ce que nous avons à leur dire ou à leur transmettre. J'espère juste qu'ils seront au rendez-vous le 7 avril et que la participation électorale pour la prochaine élection générale 2014 sera un succès. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle élection. Merci. Juste avant la période de questions, on va visionner rapidement ces 2 clips de 30 secondes. En primeur ce matin, notre publicité électorale, celle qui va être diffusée à partir de bientôt. Notre vote, c'est un pouvoir, un immense pouvoir. Le pouvoir de dire oui à certaines choses, non à d'autres, d'être d'accord ou pas. Le pouvoir d'avoir une vision, le pouvoir de choisir, le pouvoir de critiquer, le pouvoir de faire avancer les choses. Le 7 avril, cet immense pouvoir, je l'utilise. Le 7 avril, je vote. Our vote represents power, real power. The power to say yes to some things and no to others, to agree or not. The power to have a vision, the power to choose, the power to criticize, and the power to move things forward. On April 7th, I'll use my power. On April 7th, I'll vote. La petite musique me fait frissonner à toutes les fois. Sur ce, c'est la période des questions. Donc, je ne sais pas si je ne vous connais pas tous, il y a des journalistes anglophones ici. On va commencer par les questions en français. Je vous demanderai de vous identifier, ainsi que le nom de votre média. Monsieur Drouin va répondre, et s'il y a lieu, les personnes qui l'accompagnent vont ajouter. Qui? Madame? Isabelle Porter du Devoir. Je voudrais savoir combien vous avez investi au total dans les publicités, justement, pour encourager les gens à voter d'abord. Je n'ai pas la réponse exacte. Je vous dirais que ça doit être de l'ordre de 5 millions. OK. Puis, vous avez dû en entendre parler, là, bon, avec toute la multiplication là, des gouvernements minoritaires, le fait qu'il y ait des élections de plus souvent, les gens sont de plus en plus blasés. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous, le taux de participation cette fois-ci? Et quel est le taux que vous espérez pour cette élection? Bien, moi, c'est difficile de s'avancer sur le taux qu'on souhaite. C'est sûr qu'on souhaite au moins maintenir ce qu'on a réussi à réatteindre pour l'élection de 2012. On ose espérer aussi que l'épisode de l'élection de 2008, c'était une erreur de parcours, parce que c'est vraiment là qu'on a connu le plus creux. On s'était quand même tenu à un certain niveau plus acceptable jusqu'à ce moment-là. Que les étudiants ou que les jeunes qui ont décidé d'aller voter en grand nombre en 2012 poursuivent leur action en y retournant. Alors, on se rapproche encore d'eux autres, peut-être que ça va donner des résultats intéressants. Mais est-ce que c'est une source d'inquiétude?
C'est une source d'inquiétude. C'est une source de préoccupation. On fait tout, on met tout en place pour que les électeurs aient facilement accès au bureau de vote. On multiplie les façons de faire voter les électeurs. On continue à faire de la publicité pour encourager la participation et pas seulement de la publicité pour informer l'électeur sur les endroits de vote. Ça démontre qu'on est préoccupé. On veut que les électeurs participent. Je pense qu'une démocratie forte, ça commence par une participation forte. Alors, on ne baisse pas les bras, on prend les moyens pour le faire, mais il y a beaucoup d'éléments qui jouent dans la participation électorale, notamment les enjeux. S'il n'y a pas d'enjeu, c'est certain que les électeurs vont être moins tentés d'aller voter. Alors ça nous appartient moins. Pour faire suite à la question de ma collègue Olivier Lemieux, Radio-Canada, M. Drouin, en 2012, il y avait effectivement l'effet mobilisateur du printemps érable. On n'a peut-être pas cet effet aussi mobilisateur ce coup-ci. Il y a par contre une tentative d'avoir des bureaux dans des établissements scolaires. Est-ce qu'on pense que ce serait assez pour contrebalancer? Je veux dire, regardez justement cet élan-là. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite que le mouvement de 2012, ou que, appelons-le comme ça, l'erreur, si on peut dire, était en 2008, quand les électeurs ont décidé de ne pas aller voter, et qu'en 2012, on va reprendre sur la voie qu'on avait entreprise au cours des dernières années. C'était la pire année, hein, c'était vraiment la catastrophe, là. Et moi, je reste confiant, mais quand même préoccupé. On fait tout ce qu'il faut pour que ce soit facile à l'électeur. Il reste à l'électeur maintenant à se déplacer. Petite question additionnelle sur le coût de l'élection. On parle de 88 millions. Je ne pense pas me tromper. 2012, c'était autour de 76. 76 à peu près, oui. Comment on explique cette différence-là? Bien, il y a l'augmentation des prix, il y a l'augmentation des salaires. Et il y a, comme je vous ai mentionné tantôt, on est à 18 millions d'allocations ou de contributions de l'État aux dépenses électorales. Je ne sais pas, peut-être que Denis aurait le chiffre de... Non? Comme c'était combien en 2012? On peut estimer ça. Je ne me souviens pas de l'estimation, mais c'était beaucoup moins que ça. On peut parler d'au moins 10 millions de moins. Hein. Prochaine question. Charles Cavalier du Journal de Québec. Les électeurs à l'étranger vont pouvoir s'inscrire par Internet. Est-ce que c'est le cas au Québec? S'inscrire par Internet au Québec, non. Est-ce que ça serait possible éventuellement de... Probablement qu'éventuellement, on verra un jour ce genre de technologie se rapprocher de l'électeur, mais pas pour le moment. Mais est-ce qu'on pourrait croire que dans le fond, c'est une espèce de projet pilote parce que ça concerne peu d'électeurs, puis éventuellement, cette même technologie-là pourrait être appliquée à grandeur du Québec? C'est effectivement un projet pilote, mais pour le vote hors Québec. Hein? C'est un projet pilote qui est une entente qui est signée, c'est pas dans la loi, hein? On est en essai. Si ça fonctionne bien, j'imagine qu'on va concrétiser ça dans une loi. Est-ce qu'on va vouloir faire avancer ça vers la révision ordinaire? Il y a quand même un petit pont à traverser. François Catapin, Québec Hebdo. Pardon. Pouvez-vous nous faire un rappel de la ventilation des sommes qui sont investies par le DGE pour les partis? Là? Le 88 millions? Bien, vous parliez entre autres de 17 millions. Le 17 millions, on parle de... On a évalué, on s'entend que c'est des évaluations, hein. On a évalué qu'en remboursement de dépenses électorales, on devrait atteindre 10,9 millions. En allocation supplémentaire aux partis politiques, donc le 1 $ supplémentaire qu'on va verser dès demain, c'est 5 900 quelques mille dollars qui correspond au nombre d'électeurs inscrits à la dernière élection générale. Et le mécanisme d'appariement qui devrait coûter autour de 600 000 $, pour un total de 17,4. C'est bon? Oui, c'est plus donc qu'en 2012. Oui. Oui. J'ai une question peut-être un petit peu délicate. On vous l'a déjà posé cette question-là, j'imagine, dans le passé, mais encore cette fois-ci, dans la région de Québec, il y a des radios qui militent assez activement pour certains partis politiques sans inviter les gens à aller voter, prennent position de façon quotidienne. Est-ce que, à la lumière de ce que vous nous avez dit sur les dépenses électorales, tout ça est possible parce que c'est pas considéré comme des dépenses électorales? Je pense que c'est des exceptions. C'est des exceptions qui sont... C'est des émissions régulières, c'est des exceptions à l'article 404.
Mais encore, des exceptions, donc c'est correct. Qui prévoit que des émissions qui ont l'habitude de faire de ce genre d'émissions-là peuvent continuer à les faire pendant la période électorale. Par contre, si une émission de radio apparaît soudainement pendant la campagne électorale, alors que ce n'était pas une émission qui était consacrée aux affaires publiques, à ce moment-là, c'est interdit. Si je peux me permettre, étant donné que c'est un peu mon secteur, la loi électorale a été amendée à un moment donné pour garantir la liberté de presse des médias. Le fond de cette affaire-là, c'est que les médias ont une liberté de presse complète. Ce qu'il y a dans les nouvelles, ce n'est pas des dépenses électorales, les commentaires des animateurs, en principe, dans leurs émissions régulières, ce n'est pas des dépenses électorales. Il y a un débat et les médias peuvent s'exprimer et il y a un échange d'opinion. Pour la même raison, l'éditorialiste peut, le jour du scrutin, dire vous devriez voter pour telle partie ou telle autre. La liberté de presse est protégée au Québec et c'est une manifestation de ça dans les exceptions dont M. parle. Juste une précision, là. Oui. On va m'entendre mieux. Une précision, aller au-devant des étudiants dans les cégeps, collèges, universités, ça coûte combien? Est-ce qu'on a chiffré le coût de l'opération? 2,6 millions. 2,6. Et c'est essentiellement, encore une fois, c'est du personnel qu'on doit embaucher pour chacun des bureaux de vote et chacune des commissions de révision. C'est plus que la moitié du 2,6. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vous remercie infiniment de vous être déplacé. Merci.